Madame, Monsieur, bonjour. Et donc, la démarche de restituer les apports, les apports principaux de chacun des ateliers, et donc correspond justement à un souci de partager un maximum de réflexion et de connaissances. Et comme personne parmi nous n'a le don d'ubiquité, et bien que nous avons assisté, sauf effectivement Patrick Bob et moi-même, nous avons un peu tourné dans les 3 ateliers. C'est la raison pour laquelle nous allons nous permettre de compléter un petit peu, de mettre en perspective, le cas échéant, l'une ou l'autre des réflexions, des remarques ou suggestions faites notamment au terrain. Alors donc l'idée, c'est que une personne qui a animé l'atelier restitue l'essentiel un petit peu des propos et des réflexions, et que la deuxième personne membre de l'atelier, qui éventuellement aurait co-animé, eh bien, prolonge par une réflexion complémentaire pour éviter bien entendu les redites et les redondances, étant donné le temps qui nous est imparti et qui est encore une fois extrêmement précieux. Voilà, donc pour l'atelier numéro 1, vous avez la parole pour environ 5 minutes donc d'un résumé, bien entendu, d'un propos qui permettra de synthétiser un petit peu les réflexions, en tout cas ce que vous en avez retiré. Merci en tout cas. Merci Ali. Alors pour l'atelier 1, étant donné que je l'animais, je n'ai pas pris de notes, donc je vous fais une restitution qui n'en est pas vraiment une. Je reprends les grands thèmes qui ont été développés. Renouer avec son corps, le témoignage de Jean-Pierre Méchin, les bénéfices de la méditation pleine conscience. Réduire la violence par la stimulation sensorielle des personnes âgées en institution et aussi pour protéger l'équipe soignante avec Nathalie Ashpak et Florence Lemercier. On a aussi abordé de mettre en place une méthode interactive avec les partenaires sociaux, les familles, les salariés sur l'expérience d'ADPI 22 que nous a donné Françoise Perrier. Et on a également abordé la notion d'écoute nécessaire, de construire en collectif, d'intégrer le facteur temps selon Patrick Charrier de PSIA. Alors je dirais en conclusion qu'il s'agit de remettre du mouvement dans le travail. Et pour ça, ça permet de synthétiser avec l'exercice d'étirement que nous a fait faire Jean-Marc Foriché. Remettre du mouvement, pourquoi? Aujourd'hui, il semblerait qu'on redoute le changement. Mais le changement, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Et ça, il faut y penser. Hein. Revoir les choses autrement, penser autrement. Sortir des process, c'est justement remettre de la vie dans les organisations de travail et de redonner du sens à notre travail. Et par rapport à ça, je vous invite vraiment à être chacun d'entre vous acteur de ce changement. Et la pire des choses que nous puissions faire, c'est de ne rien faire sous prétexte de ne pas pouvoir faire beaucoup. Donc faites un tout petit peu à votre niveau, surtout dès que vous le pouvez. Merci. Et merci beaucoup. Je crois que ça s'applaudit parce que c'est un exercice quand même qui est loin d'être évident. Un bel esprit de synthèse. On complète avec l'atelier 2 aussi. On peut mieux. Allez, voilà. Donc l'atelier 2, alors ce qui ressort à la fois des interventions et des débats, bon, bien évidemment, c'est la préoccupation sur les organisations et la capacité qu'ont les individus donc à changer cette organisation. Et ça rejoint la préoccupation sur à quel rythme, comment conduire donc le changement. Donc ce qui ressort, c'est tout d'abord il faut un équilibre des rôles. Donc c'est resituer, redonner un rôle, une place donc aux individus, au sein en particulier donc d'équipes, mais redéfinir aussi le rôle du manager, et tout ça en essayant d'avoir un temps commun, le temps, on a dit, des directions, qui est le temps où on se projette,
les individus qui sont plutôt sur un temps passé. Donc il faut redonner donc un temps commun, et tout ça dans des phases de créativité. Voilà, il faut les personnes puissent se projeter. Donc ce qui ressort, c'est vraiment la construction d'un collectif, c'est se projeter dans le futur. Donc il y avait 3 débats ont porté sur qu'est-ce qu'un bon collectif. Donc les travaux d'Estelle Chivinov a montré que le bon collectif, c'était un rempart au stress, illustré avec des études en particulier chez les humanitaires. Elle a montré l'importance des relations interpersonnelles sur le stress, mais également donc l'attention aux autres au sein des équipes. Était montré aussi avec l'intervention de Damien Leduc, que travailler ensemble, c'était pas suffisant, il fallait également travailler en collectif, et il fallait plus que travailler ensemble, c'était véritablement un collectif de travail. Donc la confiance était importante, il fallait un attachement à l'équipe, du soutien. Il nous a exposé donc un outil qui est l'espace de discussion, et la notion de temps intervient parce qu'il faut justement prendre le temps de discuter. Donc tout ça faisait apparaître clairement des facteurs de bien-être, notamment en situation de changement. Ensuite, le deuxième point, c'était question autour du manager. Qu'est-ce qu'un bon manager? Donc l'étude également d'Estelle Chivinov a montré qu'il était important, le leadership du manager était important, notamment pour les responsables de missions humanitaires. Et le rôle de soutien est déterminant. Il doit être conscient avant tout de son rôle de soutien, notamment du soutien émotionnel. Voilà. Donc, les propos également de Philippe Poupard ont montré que le manager doit agir avant tout au service du collectif, et se démarquer en cela, mais c'est facile de le dire, de la direction. Donc il ne doit plus être un peu l'empêcheur celui qui va empêcher l'activité. Voilà. Donc les outils là qui ont été présentés, particulier par Damien Leduc, c'était également la conduite de projet qui permettait bien évidemment d'associer l'équipe. Les facteurs, troisième moyen de construire, donc de favoriser le bien-être, c'est d'agir sur les facteurs organisationnels. Donc, on a évoqué donc la charge de travail, l'autonomie aux personnes et le temps, évidemment, parce que c'était un des objets de l'atelier. Donc il y a eu une présentation du psychiatre Philippe Leferrand sur justement le temps et la désynchronisation de temps. Le temps, personne n'a l'impression d'avoir un temps, de vivre un temps chronologique, c'est-à-dire un temps qui est normé par la montre, et de ne plus passer suffisamment de temps, le temps nécessaire donc, auprès de l'équipe. Donc il faut repenser donc, le temps dans les organisations, les rythmes de travail. C'est vraiment ces facteurs, comme ça a été montré, de surmenage et de burn-out. Voilà. Donc il faut, ce qui ressortait également d'autres propos, c'était l'innovation. Voilà, il faut davantage penser, et si je boucle avec les espaces de discussion, il faut laisser le temps à l'individu de s'approprier donc les changements, les organisations qui sont amenées à repenser donc avec l'équipe et les managers. Merci. Là, c'est justement un complément donc, dans le même groupe. Alors, ça va être le complément, pour ne pas répéter, puisque c'est la consigne de ce qui a été porté très très bien en résumé par Marc. Pour faire le rapprochement avec ce qui a été dit ce matin, la violence au travail, je crois qu'il y a une règle qui doit être adoptée aujourd'hui, on en est tous conscients, c'est bien entendu tant pour l'ensemble des salariés que pour leurs managers, c'est d'abord être bienveillant avec soi-même pour être bienveillant avec les autres. C'est privilégier l'écoute et la bonne observation des organisations. C'est aussi maintenir une atmosphère de travail qui soit stimulante et positive. C'est reconquérir le lien social. C'est travailler aussi sur la confiance. Parce que la confiance, effectivement, est difficile aujourd'hui en entreprise. On s'aperçoit que le management est rarement positif. On est plus attiré par le négatif, pas assez sur le positif. Là, il y a peut-être aussi des choses à prendre. Renforcer les rites aussi de rencontres, qui ne sont plus aujourd'hui existants dans l'entreprise. Il vaut mieux parfois une bonne rencontre festive que nécessairement des grandes conférences où on satisfait des égos. C'est renforcer également aussi l'engagement en positivant.
C'est expliquer l'inexplicable. Et oui, il se passe des choses autour de nous, mais pour autant, ça s'explique. Et parfois, prendre le temps, c'est nécessaire. C'est créer des chaînes de valeur dans les équipes. C'est opter pour un management qui soit durable. C'est-à-dire, c'est pas du one-shot. On ne fait pas un coup de management et puis on s'en va. Non, non, le management, il est présent, il est totalement présent sur l'ensemble des instants. C'est renouer la communication de face à face. Oui, aujourd'hui, la messagerie, c'est très intéressant, mais somme toute, parfois, il est peut-être bien de lever un petit peu ses fesses de sa chaise et d'aller voir le bureau d'à côté, le collègue à qui on a quelque chose à dire. Et parfois, derrière un message qui peut être extrêmement négatif, voire terriblement, on va dire, agressif, le fait de se retrouver face à face avec l'individu peut donner de la tempérance à tout cela. Et ça, c'est bien. Mettre en place des mesures de bien-être dans l'évaluation du management, il faudrait que l'ensemble des managers aujourd'hui soient aussi évalués sur cette capacité qu'ils peuvent avoir à être des managers, c'est-à-dire à rendre finalement le collectif bien plus acceptable. Et enfin, donc, le deuxième sujet sur lequel je voudrais poursuivre, si vous me le permettez, c'est notamment l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est quoi? En fait, il n'y en a qu'un et c'est pour ça qu'on le partage. Nous pensons à juste titre que l'individu est le sujet le plus important pour l'organisation. C'est tout à fait vrai si l'individu ne reste pas solitaire. Parce que sans lien social, on voit un peu ce qui peut se passer. Sinon, il sera inéluctablement appelé à devenir un être en voie de disparition s'il n'est pas inscrit dans un mouvement solidaire. Dans nos pratiques de management, nous avons emprunté l'objet de la reconnaissance individuelle par une évaluation segmentée. Nous pensions avoir résolu le bienfait d'une observation plus juste. Sur le plan catastrophique, il faut le reconnaître que c'est catastrophique. Chacun se distingue, mais qui s'accorde avec qui? Au bout du bout, l'ajout des résultats individuels ne démontre pas nécessairement la valeur du collectif, car ces résultats ne s'additionnent pas véritablement. Pour autant, la cohésion du groupe est essentielle à la construction d'une véritable valeur ajoutée, et je pense aujourd'hui que les managers doivent être plus à l'animation de leur équipe, et moins peut-être à leur tableau de bord, et qu'ils deviennent plus des assembliers qui apportent de la souplesse à l'organisation. Une organisation souple sera plus créative et bien plus en mesure de répondre aux nombreuses sollicitations d'un environnement qui est en constante évolution. Un ami médecin me disait, et retenez bien parce que son propos, moi, m'avait séduit, j'espère qu'il vous séduira aussi, il faut penser le changement plutôt que de changer le pansement. La cohésion sociale dans une équipe construit l'essentiel. Et cet équilibre qui, bien entendu, est indispensable à l'organisation. Donc plutôt que de la voir, cette organisation, se conduire comme un bateau ivre, sans véritable cap sur un avenir, il serait souhaitable, bien entendu, que ce sens collectif oriente bien plus des actions qu'un ensemble d'individualités qui vont dans des directions parfois opposées. Donc aujourd'hui, il vaut mieux unir que désunir, et pour ça, c'est vrai que ce matin, on parlait d'amour. Et c'est vrai que de remettre un petit peu justement d'émotionnel et de rapprocher les gens sur des vraies valeurs, qui sont des valeurs d'entraide, qui sont des valeurs aussi, je dirais, d'accompagnement pour les managers, de support. Je crois que toutes ces valeurs-là, une fois qu'elles seront réinscrites dans un management permanent, collectif et durable, je pense que nous arriverons à avoir des organisations qui aujourd'hui seront bien plus vivables et permettront de gagner en souplesse pour pouvoir mieux réagir face à nos évolutions externes. Merci beaucoup pour cet exposé si subjectif qui invite effectivement les médecins à penser et en même temps à arrêter de penser. Donc on va passer au troisième groupe. Oui, alors. Oui. Donc nous étions un groupe qui avions la responsabilité de répondre à la question du rôle de la direction des organisations pour créer la notion de bien-être au travail. Alors pour répondre à cette question, nous étions des personnes venant d'horizons différents, donc 3 universitaires, une dirigeante d'entreprise, un médecin du travail, un représentant d'un acteur qui accompagne les entreprises à aller vers cette notion de bien-être, qui est l'ARAC de Bretagne. Donc, et toutes ces personnes ont œuvré pour tenter de donner une réponse à cette question. Alors, c'est compliqué de faire en sorte de ne frustrer personne hein, quand on est la porte-parole de tout ce qui a été évoqué et avec un contenu qui m'a semblé très riche hein, dans les réponses apportées. Je crois que le premier point qui a été évoqué, c'est cette direction d'entreprise doit d'abord vouloir faire de l'entreprise un lieu où il fait bon vivre. Cette notion de vouloir amène bien évidemment à mettre en avant les valeurs du dirigeant ou des dirigeants de l'entreprise.
qui va conditionner cette valeur ou ces valeurs, la vision qu'il a de son organisation et de tout ce qu'il va mettre en interne pour répondre à cet objectif, s'il a cet objectif de bien-être au sein de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est, même si l'on veut faire de l'entreprise un lieu où il fait bon vivre, arrive la question de la capacité à pouvoir faire de l'entreprise un lieu où il fait bon vivre. Et là, le premier élément qui a été évoqué, c'est cette capacité des ou du dirigeant à mettre en avant un projet qui serait un projet collectif, qui donnerait du sens au travail pour chacun des individus de l'entreprise. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement difficile de mettre en avant ce projet collectif, tant l'environnement dans lequel se situent les entreprises est extrêmement complexe, d'abord. Il a été évoqué des logiques de tension, de paradoxes, voire d'injonctions paradoxales au sein de cet environnement, donc une très très forte complexité, mais également, au-delà de cette complexité, une très forte instabilité de cet environnement. Et nous avons même évoqué dans cet après-midi la notion de l'organisation de l'amnésie, c'est-à-dire ce changement permanent et ce changement de dirigeants, notamment au sein d'une même institution, crée l'amnésie qui rend extrêmement difficile le sens au travail, parce qu'il est compliqué d'avoir un projet collectif qui se tient à peu près dans un temps limité. Donc, une très forte complexité à définir ce projet. L'autre élément qui a été évoqué, c'est la notion de s'extraire de l'opérationnel, c'est-à-dire l'individu, ce dirigeant ou ces dirigeants qui ont à définir un projet se doivent, pour pouvoir le faire, de s'extraire de l'opérationnel, c'est-à-dire doivent être dans une logique de distanciation. La logique de faire l'hélicoptère a été évoquée cet après-midi, c'est-à-dire la capacité de ce dirigeant à prendre du recul, à regarder le monde dans lequel il évolue, à regarder l'entreprise et à se fixer des objectifs à partir de cette analyse de l'environnement. Alors, cela l'amène à prendre un certain nombre de décisions en matière de délégation pour pouvoir être dans cette logique stratégique. Il se doit de déléguer, il se doit de faire confiance, il se doit de s'entourer d'un certain nombre de compétences qu'il n'a pas pour pouvoir faire en sorte que ce projet puisse être satisfait. S'extraire de ce collectif l'amène également à devoir mobiliser ce collectif. Mobiliser le collectif, c'est-à-dire créer du lien, tout simplement. La notion de lien social a été évoquée. Savoir écouter, savoir communiquer, savoir coopérer, savoir dialoguer. La notion de dialogue, donc, est au cœur de l'organisation et du bien-être des individus au sein de l'organisation. Au-delà de cela, savoir faire progresser les acteurs de l'entreprise, qui nous amène à parler de la formation, par exemple, et à plein d'autres choses encore. La capacité à reconnaître les individus et leurs compétences, leur individualité, leurs besoins, leurs contraintes, qui va amener à des pratiques peut-être individualisées des ressources humaines au sein de l'entreprise. En bref, beaucoup d'éléments, donc beaucoup d'outils dans les boîtes à outils des dirigeants pour aller dans ce sens. Peut-être 3 éléments. Le premier, c'est la notion de valeur de ces dirigeants. La deuxième, et je pense que Véronique va insister là-dessus, sur la dimension de formation des dirigeants, cette nécessité qu'ont nos dirigeants à se former tout au long de leur vie professionnelle, comme le font les salariés, ou comme on demande aux salariés de le faire. Et la notion de place laissée à la fonction RH au sein de l'entreprise, la structuration de cette fonction et le recrutement de personnes compétentes, spécialisées dans ce domaine, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise. Et si cette entreprise est petite, l'ARH à temps partagé permet aux dirigeants véritablement d'asseoir, je dirais, cette fonction au sein de l'organisation et aller vers cette notion de bien-être au travail. Merci.
la densité des débats était telle qu'on va avoir un petit complément. Oui, un petit complément alors avec mon regard de chef d'entreprise. Donc d'abord un grand merci parce que lorsqu'un chef d'entreprise arrive dans une université, c'est pas souvent et c'est bien, ça fait du bien. Voilà. Alors moi, ce que j'ai entendu, je ne peux qu'adhérer à ce que vous avez dit, bien sûr. Je peux effectivement qu'entendre ce que vous avez dit. Alors je vais juste vous dire que effectivement, un chef d'entreprise, ça a besoin de se former, ça a besoin d'apprendre. Un chef d'entreprise, ça a besoin d'être aidé, ça a besoin d'être soigné. Il n'existe pas de médecine pour le chef d'entreprise. Voilà, il y a la médecine du travail pour les salariés, mais pas pour le chef d'entreprise. Donc ça a besoin d'être entendu aussi, un chef d'entreprise. Alors ce que je dis, moi, à mes salariés, je leur dis, vous avez la tête dans les étoiles, et vous avez le droit d'avoir la tête dans les étoiles et d'avoir les pieds sur terre. J'ai la tête dans les étoiles et j'ai les pieds sur terre, et surtout, accordez-moi le droit à l'erreur. Merci. Merci pour ce message qui va droit au cœur aux universitaires, dans la mesure où il y a peut-être du rêve que les universités sont ouvertes donc, aux chefs d'entreprise, mais la réciproque est beaucoup moins fréquente. Et donc je pense que dans les rapports sociaux, on a par exemple un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont membres en tant que dans le collège dans nos conseils d'administration à l'université depuis longtemps. Et je crois que si l'offre de formation qui est proposée par les universités ne rencontre pas effectivement le lieu, les lieux de travail, eh bien, on va droit dans le mur. Donc effectivement, il faut cette concertation, mais il faut aussi que cet effort soit entendu de part et d'autre. Mais évidemment, ce que je vous dis là ne vous concerne pas, parce que vous faites partie de cette face émergée, mais dont on entend trop rarement le discours. Alors, Patrick Bob a suivi les échanges des 3 ateliers, il est passé de l'un à l'autre, comme moi d'ailleurs, et il en a retiré un certain nombre de, non pas peut-être de conclusions, en tout cas pas définitives, mais de réflexions. Je lui passe la parole avec plaisir. Merci Eric. Alors j'ai entendu des mots-clés, bien-être, mieux-être, savoir-être, santé mentale, santé physique, intelligence, efficience, performance. Ces mots-clés, choisis parmi d'autres concepts, ont du sens pour notre monde et dans la relation à l'autre. J'ai noté que nous avons 3 vies, la vie citoyenne et sociétale, la vie au travail et la vie en famille. Savoir partager notre temps, le temps de ces 3 vies, et savoir donner du sens collectif pour faire progresser socialement le développement, les compétences de chacun, est un art difficile, mais au regard de la qualité des participants de ce colloque, je ne me fais pas de soucis. Savoir s'ouvrir au dialogue social, il faut innover, il faut passer à d'autres formes de relation à l'autre et vivre notre présent comme une chance. Alors j'en conclus par le message suivant: savoir donner aux autres, savoir s'ouvrir aux autres, savoir partager un projet collectif avec des personnes de votre qualité pour le changement, et surtout, faites l'effort de partager et de comprendre. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que nos amis du champ médical voilà, 3 docteurs. Alors, si j'ai bien les bonnes notes, Céline Butet, Bruno Gaillou et André... D'accord, donc Bruno Gaillou et André Witt. Donc, chacun à leur tour pour une réaction. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Pour une part, mon discours va se répéter un petit peu par rapport à ceux qui étaient dans mon groupe, mais pour expliquer quel est le point de vue, le point de parole du médecin du travail. Notre rôle est de voir dans chaque entreprise tout le monde et chacun. On part de chacun, c'est-à-dire le singulier,
pour voir avec lui comment il va. La question du bien-être au travail nous préoccupe parce qu'on a monté dans un groupe de travail de notre association de médecine du travail un petit outil d'évaluation du bien-être au travail, et tous les salariés qui viennent nous voir, on leur demande de s'exprimer sur une échelle qui ressemble à ce qui est utilisé pour la douleur à l'hôpital. Comment vous sentez-vous dans votre travail entre 1 et 10, très bien à très mal. Et on leur pose la même question pour leur vie personnelle, et puis au global, quand on ajoute les deux, comment ça va. C'est un outil clinique qui nous permet d'évaluer avec la personne le niveau de ce qu'il ressent. Et c'est l'avantage du chiffre d'arriver à s'accorder, que le message qu'il nous envoie soit celui que nous recevons aussi. On en parlait avec le docteur Tisler qui est passé tout à l'heure. C'est pas le chiffre pour le chiffre. On commence par le chiffre et c'est ça qui va nous permettre de passer à la narration des expériences. C'est là que le travail commence. Donc on voit avec la personne, bon, si elle va bien, elle va bien. C'est très bien. Si elle va mal, peut-être il y a besoin d'une prise en charge médicale ou d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Et puis on prend toutes ces expériences pour en faire du collectif, faire un petit pas vers l'universel. Je ne pense pas qu'on y arrive, on n'a pas cette prétention-là, mais pour donner à comprendre aux acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les managers, les institutions représentatives, leur donner une vision de ce qui se passe dans l'entreprise. Dans leur entreprise, oui. Tu as un micro, Gérald. Nous avons interrogé pas loin de 18 000 personnes sur le district de Rennes. Donc, ça fait déjà une masse de personnes et de témoignages assez considérable. Une masse de personnes suffisamment considérable pour avoir une petite idée du ressenti de la santé au travail de ces personnes. Donc, on revendique l'aspect subjectif, naturellement. On n'est pas là pour faire de la science, mais nous ne sommes pas là pour faire de la science, donc on revendique l'aspect subjectif, mais cette subjectivité accumulée de 17 000 personnes commence à donner une petite idée du ressenti. On dit tout chef d'entreprise, pour faire fonctionner son entreprise, évidemment, il a des indicateurs économiques qui lui sont indispensables. Il a des avocats pour cette cause-là, il a des commissaires aux comptes, il a des experts comptables. Eh bien, nous sommes le symétrique pour rendre compte de la santé et du bien-être physique et mental des salariés. À partir de là, on établira des compromis. Merci. Un autre exemple, on a relevé dans le cas où on a déclaré des personnes inaptes à tout travail, à tout poste dans une entreprise. Il faut savoir quand même que sur ces 17 000 personnes, on s'est aperçu sur une autre étude, sur les inaptitudes totales au travail, parce que malheureusement, on a ce rôle-là aussi. On a un rôle administratif à propos du contrat de travail, qui a des conséquences sur le contrat de travail. L'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise, eh bien, et pour 50% des cas, ce n'est pas les troubles musculo-squelettiques, ce sont les problèmes psychosociaux. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur du problème quand même. Ceci dit, pour finir sur une note tout à fait positive, j'ai vu récemment dans une maison où il y avait une ambiance délétère, une perte de confiance entre la direction, les salariés et les syndicats, à l'occasion d'un document très formel prescrit par le Code du travail, le document unique d'évaluation des risques, eh bien, par unité de travail, les personnes ont recommencé à parler de leur travail, et alors une entreprise un peu particulière, où ils ont eu le temps de faire jusqu'à 8 réunions sur une unité de travail, eh bien, la parole s'est libérée. Et tout en faisant un document très officiel et demandé par le Code du travail, eh bien, ces personnes, malgré elles, se sont soignées dans leur relation à leur travail, dans leur relation à leur entreprise. Donc c'était une preuve quasiment expérimentale que quand un collectif renaît, mais il a fallu 8 réunions quand même, quand un collectif renaît, eh bien, il y a des solutions pour espérer. Merci. Une autre qui serait trop dommage que je parle d'ici sans le dire. Donc, de tous les chiffres que nous sortons, donc, on arrive à désigner finalement quels sont les bons ou mauvais élèves. Par bonheur, on constate que les entreprises où
le mieux-être est constaté par les salariés, qui sont également des entreprises qui font apparemment de très bonnes affaires. Merci. Je vais demander, merci. Je vais demander à la présidente et à Magda de venir sur la scène, s'il vous plaît. Anne-Marie, Béguet-Simon et Magda, venez sur scène. Vous allez m'entourer. Alors, on va laisser 5 minutes à Ali pour la restitution et 5 minutes pour la conclusion. Voilà. Donc, ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je voudrais, en préambule, insister sur un projet qui est effectivement non seulement le nôtre, qui a été le nôtre tout au long de la journée, mais en même temps, plus globalement, qui justifie tout simplement le rôle, les missions et les fonctions de l'université et de la recherche, en particulier le CNRS, mais pas uniquement. À savoir que nous mettons nos intelligences au service de la connaissance. Et dans la vie quotidienne, les acteurs sociaux ne sont pas moins ni plus intelligents, mais ils mettent leur intelligence au service de l'action. Et justement, tant qu'on opposera ces deux formes, on va dire, d'utilisation de psychocognitif, le cerveau, nos esprits, tant qu'on opposera justement mettre son intelligence au service de l'action et mettre son intelligence au service de la connaissance, eh bien, il me semble que la réalité sociale aura beaucoup moins de chances d'avancer, d'évoluer, de tenir compte justement des bienfaits, des effets de la connaissance. Et entre ces deux types d'intelligence, un mot-clé, qui a été érigé par Gamorin en concept, c'est le terme de complexité. Il s'agit de réfléchir, de penser, d'interroger la réalité sociale, ou la réalité naturelle, quand il s'agit des sciences de la nature, pour en rendre compte de manière complexe. Et donc, rendre compte de la réalité elle-même complexe nécessite, eh bien, l'usage d'un certain nombre d'outils. Et nous n'avons pas d'autre alternative que d'utiliser des concepts. Du latin conceptus, fruit de la raison, fruit de l'intelligence. Tout le monde parle de complexité, mais beaucoup en parlent et beaucoup en même temps la simplifient de manière outrancière. Et donc il s'agit de simplifier suffisamment la réalité sociale pour qu'elle soit simplement visible et compréhensible par donc tout un chacun. Alors, tout au long de la journée, le terme de violence a été utilisé, et j'aimerais dans un second temps de mon propos en donner quelques petites dimensions, pardonnez-moi, donc sociologiques. Alors, je voudrais dans cette restitution dire d'abord que c'est la première fois que je participe à une discussion où il faut justement essayer de rendre compte des apports de la discussion, des échanges. Eh bien, c'est la première fois que je me surprends à m'étirer le poignet, à m'étirer les épaules et à m'étirer le cou, et de voir que tout le monde le faisait au même moment, puisque c'était effectivement une proposition d'un des animateurs, donc d'un des intervenants. Et j'en garde personnellement, donc non pas un souvenir ému, mais je dirais une incorporation de la culture. Et c'était passionnant, puisque ces étirements étaient justifiés, expliqués et motivés. Alors, les interventions qui ont suivi, enfin celles en tout cas que j'ai entendues, ont évoqué, je pense par exemple aux propos de ma collègue donc, Estelle, professeure de psychologie sociale, Estelle Michinov, qui a évoqué notamment le burn-out. Pour les sociologues, c'est presque un type idéal, justement, de pathologie
pathologie psychique et sociale que, effectivement, biologique, naturelle et physiologique. Et donc, au cœur de sa diapositive, il y avait d'un côté 3 facteurs. Les facteurs organisationnels, les facteurs interindividuels et les facteurs intra-individuels qui renvoient, donc, selon les hypothèses évoquées par Estelle, donc, à une possibilité, en tout cas d'explication du burn-out, renvoyant elle-même cette triplicité hypothétique à l'hypothèse de la satisfaction au travail. Donc, c'est un des éléments explicatifs pour essayer de rendre compte d'une situation aujourd'hui devenue très difficile pour un certain nombre d'acteurs sociaux. Et l'intervention que j'ai eu l'occasion d'apprécier aussi dans la foulée, celle de notre ami donc, Philippe Leferrand, psychiatre, qui a eu, lui, une intervention, qui a proposé une intervention dans le champ, on va dire, plus philosophique que véritablement, que ce soit psychiatrique ou médical ou autre, puisqu'il a évoqué, après Husserl et d'autres, l'importance de la temporalité dans la vie sociale aujourd'hui, et la diversité des temps, d'ailleurs réévoqué tout à l'heure par notre ami donc, Patrick, les temps sociaux distincts des temps vécus, éprouvés par les acteurs sociaux, et encore une fois, distincts des temps historiques. Et reprenant Paul Ricoeur, donc Philippe Leferrand a évoqué l'idée de, dans ce temps historique, du temps biographique pour les acteurs. Bon. Alors, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent n'est qu'un point. Donc, tel a été évoqué donc, je dirais, l'importance du temps. Et pour ma part, je crois qu'effectivement, le temps, c'est bien une des 2 facettes éminemment importantes de la construction des identités. Mais, quand on parle de temps, il faut évoquer aussitôt la tyrannie du temps dans une société, effectivement, que l'on qualifie classiquement de temps de zapping, où le temps de la contemporanéité, l'individu est débordé, et même l'individu débordé est valorisé, à l'instar d'ailleurs du risque, principale dimension du concept d'entrepreneur, et magnifiquement incarné ce concept d'entrepreneur dans les années 80 par Bernard Tapie. Une diapositive proposée par Damien Leduc a évoqué donc les ressources de l'organisation et le capital santé. Alors au-delà de l'aspect heuristique donc, de la diapositive et de l'exposé, il me semble problématique d'utiliser justement le terme même de ressources humaines et de capital pour la santé, puisque utiliser le terme de capital qui est dans le champ économique, eh bien c'est, de mon point de vue, sombrer un tant soit peu donc, dans une forme d'économisme dans l'analyse. Et concernant les ressources humaines, il me semble que l'être humain mérite d'être analysé bien au-delà de cette situation ou de ce statut de simple ressource. Alors, un mot sur un terme qui a été assez souvent utilisé aussi, c'est le terme de qualité. Il me semble que la qualité est aujourd'hui plus un mythe qu'autre chose. C'est une idéologie. Après le mythe de la quantité dans les années 1960, la société est maintenant traversée depuis les années 1980 par le mythe de la qualité. On ne parle plus que de ça, certes de qualité, qualité des soins, qualité de l'éducation, qualité même de la gouvernance. Et je crois que le terme de qualité mériterait d'être redéfini, en tout cas mieux défini, puisque justement ce terme de qualité permet aux politiques de proposer des outils, notamment des outils d'évaluation, pour mieux normaliser les comportements des travailleurs, justifier leur classement social entre les individus qui ne devraient qu'à eux-mêmes leur situation d'échec ou situation
de réussite. Alors, je termine puisque, effectivement, le temps tourne très rapidement pour dire simplement que il est très intéressant de voir que le droit parle en fait très peu de violence. Les juristes utilisent des définitions beaucoup plus précises afin de traiter la diversité des cas de manière appropriée. Les juristes parlent d'identification des faits, exactitude de l'incrimination, évaluation de la nuisance sociale ou proportionnalité des peines. On voit que la notion de violence comporte deux éléments, dont l'un est aisément identifiable, les effets, par exemple, de la violence ou de la force physique, et l'autre, beaucoup plus difficile à saisir, par exemple, l'atteinte à des normes. Alors donc, sous forme de liste de courses, et je vous renverrai un texte que je ne manquerai pas de rédiger, de transmettre pour le site donc, de l'Université de Saint-Guillier. En conclusion, je dirais tout simplement que la violence n'est pas une, mais multiple. Elle est mouvante, insaisissable, toujours changeante. Elle désigne, suivant les lieux, les époques, les circonstances, voire les milieux sociaux, des réalités très différentes. Vouloir enfermer la violence dans une définition fixe, simple, c'est s'exposer à la réduire et à mal comprendre l'évolution de sa spécificité historique. Comment analyser de la même manière la violence physique, la violence économique ou la violence morale ou symbolique? La violence, pour les sociologues, est un fait social normal. Comme atteinte physique, la violence est aisément identifiable. Comme violation de normes, tout acte de transgression pourrait être qualifié de violence. C'est surtout à ce second aspect que nous nous sommes intéressés aujourd'hui. Ainsi, je suis désolé, mais ainsi, les études sur les prisons montrent l'existence d'une violence quotidienne dans le milieu carcéral. Les recherches sur les enfants martyrs ou les femmes battues ont mis en évidence l'énorme violence qui circule à l'intérieur de la cellule familiale. La jeunesse des banlieues exprime ses frustrations par des actes violents, agressions, vandalisme, délinquance. La musique devient souvent une expression de la violence et les sonorités par lesquelles elle s'exprime traduisent parfois un degré important d'agressivité. Le sport devient un terrain de lutte et le hooliganisme transporte la compétition. Et enfin, les médias, télévision, cinéma, presse diffusent un nombre croissant d'événements violents. Pardon d'avoir dépassé le temps. Merci Ali. On peut l'applaudir.